donc c'est un peu ce royaume que je viens de décrire, c'est voilà, c'est dans cet état voilà, qu'on s'est trouvé. On s'est trouvé dans cet état lors de notre rencontre avec les Européens en 1482. Et donc, voilà, l'Europe à l'époque, il y avait la crise en Europe. C'est ce qu'on doit aussi rappeler parce que les Européens ne disent pas ça, ils ne disent pas la vérité. Et donc, à l'époque, il y avait la crise qui a frappé l'Europe. Et Et eux, ils donc, parlent d'exploration, ils sont partis explorer. C'est pas ça? mais en réalité, ce n'est pas l'exploration. Donc, normalement, parce qu'il faut qu'on souligne aussi que les Européens connaissaient déjà l'Afrique, donc ils savaient l'existence de grands royaumes comme le royaume Congo. Parce qu'il y avait déjà des échanges qui se faisaient. Donc, parce que voilà, le royaume Congo qui était puissant, il faisait déjà des échanges commerciaux, déjà bien avant le 15e siècle. Et donc, nos ancêtres avaient la possibilité de voyager, ils allaient même jusqu'en Chine. Donc, on parle du 11e siècle où nos ancêtres allaient même jusqu'en Chine. Il y a même un économiste français qui a parlé de ça, qui a même démontré qu'on avait la possibilité de voyager, on allait jusqu'en Chine à l'époque. Donc, c'est un peu ça. Donc, le royaume Congo était dans cet état qu'on on s'est vu avec les Européens, disons, parce que les Européens, à l'époque, ils étaient en crise. Donc, les Européens cherchaient des moyens pour pouvoir résoudre la situation, la crise économique qui frappait. Donc, aujourd'hui, on parle de crise économique, mais c'est pas une première, en fait. C'est des choses qui viennent après Mhm. des années, après des siècles, ça Mhm. revient. Donc, ils sont habitués avec des crises, en fait. C'est pourquoi ils ont envoyé ce qu'ils ont appelé des explorateurs pour aller découvrir voilà, des pays où ils pouvaient avoir des ressources, de moyens pour résoudre leur crise. C'est ainsi qu'ils ont envoyé, par exemple, au niveau du Portugal, on a envoyé Diego Cao. Donc, Diego Cao, avec voilà, son équipe, et ils ont découvert le royaume Congo. Donc, ils ont découvert l'embouchure du fleuve Congo pour eux, pour les Européens. C'est là où il faut aussi souligner, parce que nous, quand on a étudié l'histoire à l'école, au primaire, etc. au Congo. Donc, on nous dit, voilà, Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Donc, c'est faux, il faut corriger parce que nous, on était là, on vivait là-bas, donc on connaissait l'embouchure du fleuve Congo. Donc, si c'était une découverte, OK, mais c'est la découverte pour les Européens, mais c'est pas Mais pour nous. maintenant, pour nous, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont arrivés, nous qui étions à l'intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont arrivés? Voilà, lors de notre rencontre avec le Portugais pour la première fois, parce que voilà, déjà nous on parlait notre langue, on avait la langue, par exemple le Royaume Congo, il y avait les Kikongo, euh, et puis le Portugais parlait leur langue, le Portugais. Donc on s'est rencontrés et on devait se communiquer voilà, à travers des gestes. Ils parlaient, mais ils devaient utiliser beaucoup de gestes pour pouvoir se comprendre. C'est là où, voilà, quand le Portugais, on demandait à nos ancêtres, et nos ancêtres leur ont dit qu'ils étaient donc on était de Bantu. Donc, Tuena Bantu, en Kikongo. Et le portugais ont mal interprété, ils ont mal compris, ils se sont dit que voilà, ces peuples, c'est des peuples bantou. Alors, voilà, aujourd'hui, on parle de cette catégorisation, on parle de Bantou, le peuple Bantou, les Africains, on nous catégorise le Bantou, le Nilotique, les semi-Bantou, et voilà, et autres. Mais en réalité, ça ne fait pas de sens parce que Bantou, en Kikongo, c'est les hommes. Et quand on dit un homme, c'est Muntu. Et c'est pas seulement en Kikongo, quand on va dans plusieurs langues aussi d'Afrique, vous verrez que pour désigner un homme, on parle de Muntu. Et Bantu, c'est le groupe voilà, des hommes. Et s'il faut maintenant catégoriser le Bantu et dire les semi-Bantu, donc vous dites que c'est des semi-humains. Donc ça Ok. n'a pas de sens. Parce que Mhm. Muntu signifie juste homme. Donc que ce L'homme. soit européen ou voilà, asiatique, c'est des hommes, donc c'est des Muntu aussi. Voilà, Ok. donc c'est un peu ça. Et nous, nos ancêtres, oui, quand les Portugais se sont présentés, ils ont dit qu'ils étaient des Portugais et nos ancêtres les ont appelés Mputulukezo. Donc voilà, c'est des déformations comme ça. Et à partir de ces rencontres, qu'il y a eu aussi des naissances de vocabulaires comme ça qui sont utilisés abusivement. Et donc nous, on les appelait les Mputulukezo, mais en même temps,
la situation des Européens à l'époque, comme nos ancêtres savaient qu'ils étaient en crise. Et il y a même des anecdotes qui nous disent que voilà, quand ils sont arrivés, ils mangeaient même la banane, même la peau de la banane, donc, parce que ce n'est pas des choses qu'on retrouve généralement en Europe, voilà, c'est tropical et Ok. c'est de l'Afrique. Et donc, voilà, c'est pourquoi nos ancêtres considéraient même le portugais comme de pauvres à l'époque. Donc, c'était ça la réalité. Et donc, quand les gens allaient en Europe, on disait qu'ils allaient chez le pauvre, chez l'imputo, le pauvre. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on parle de poto et ça vient de là d'imputo. Voilà, c'est un peu ça. Donc, en Mais- bref, donc c'était. mhm. Ouais. Excuse-moi, c'est parce que c'est toujours le temps qui nous manque, parce que pour arriver à Kimpavit, qu'est-ce qui s'est passé s'ils étaient aussi sauvages et pour nous, on les a sous-estimés? Comment est-ce qu'alors ils sont arrivés à un niveau dans lequel ils ont pris contrôle, sans parler déjà de la fin, mais ils ont pris contrôle de ce royaume alors? Ouais, donc quand ils sont arrivés, voilà, il faut rappeler que la première fois que les Européens sont arrivés, donc le Portugais, en 1482, ils n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer le roi de l'époque, donc les Moene Nzingankuru. Donc, ils n'ont pas eu cette opportunité parce qu'ils sont arrivés au niveau de l'embouchure qui se situe à Mwanda et voilà. Et après, ils sont arrivés à Soyo. Donc, quand ils sont arrivés à Soyo, comme c'était la première fois, ils n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer le roi. Ils ont rencontré nos frères, nos ancêtres. Ils ont discuté et ils ont découvert le royaume Congo. Donc, comme c'était un royaume qui était puissant, ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de richesses plutôt. Ils se sont décidés de retourner en Portugal et pour aller voilà, donner leur rapport au niveau du Portugal, même au niveau du Vatican, pour pouvoir, voilà, pour voir ce qu'ils ont trouvé. Donc, c'était un peu ça. C'est ainsi que l'Europe va se décider de pouvoir exploiter le royaume Congo, soit exploiter l'Afrique, parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait de minerais, il y avait voilà, toute cette richesse que eux étaient en train de rechercher à l'époque, comme je disais qu'ils étaient en crise. Donc, c'est un peu ça. Donc, et en apprenant cela, ils ont commencé à nous étudier petit à petit. Ils ont commencé à étudier notre système. Ils ont trouvé des moyens comment nous atteindre. Et donc, c'est pourquoi ils vont envoyer encore une expédition qui va aller pour une deuxième fois. Et cette expédition, en 1485, va maintenant avoir l'opportunité de rencontrer le roi Nzingankuru à l'époque. Et donc, on les a amenés jusque dans la capitale et ils ont rencontré le roi Nzingankuru. Donc, en rencontrant le roi Nzingankuru, ils ont exprimé leur désir de pouvoir coopérer, de faire une coopération entre les deux États, donc entre le Portugal et le Royaume Congo. Et donc, pour voilà, essayer de convaincre le roi, ils ont demandé au roi de leur donner 3000 jeunes, les 3000 jeunes qui iront avec en Portugal pour découvrir aussi le Portugal, pour voir voilà, les partenaires. Parce que quand on fait le partenariat, pour eux, c'est ce qu'ils avaient avancé comme argument. Donc déjà, le partenariat, vous ne nous connaissez pas, donc vous ne savez pas là où on vit, etc. Donc c'est mieux de nous donner quelques jeunes, 3000, et qu'ils aillent voir chez nous. Donc c'est ainsi qu'on a envoyé même le chef de la délégation. C'était le fils du roi Nzingankuru, Mvemba Nzinga. Donc, c'est lui qui était à la tête de la délégation. Donc, ces jeunes qui sont allés là-bas ont subi les lavages des cerveaux et ils ont commencé à subir la christianisation aussi. Et donc, voilà, c'est après quelques années qu'ils vont revenir au Royaume Congo. Et donc, même les jeunes qui sont allés en Portugal, etc., donc, ils étaient amenés même par des bateaux Congo, donc d'après des sources Congo. Donc, c'est un peu ça. Et quand ils sont revenus en 1491, et ils ont essayé encore voilà, d'atteindre le roi, discuter avec le roi et convaincre le roi de pouvoir accepter le christianisme. Donc, les Européens se sont servis de la spiritualité, donc la religion, parce qu'ils savaient que le Congo était puissant, soit les Africains étaient puissants sur le plan spiritualité. Donc, c'est un élément que j'ai peut-être oublié de mentionner aussi. Et donc, quand on s'est vu avec les Européens, donc,
on avait un système de spiritualité qui existait déjà. Donc, nos prêtres qui sortaient, comme je disais, de l'école de Kimpasi, donc il y avait la spiritualité qui existait, notre spiritualité. Donc, nos ancêtres savaient qu'il y avait l'existence du Créateur, donc ils étaient en harmonie avec les créateurs, donc ils étaient en communication avec les créateurs de l'univers. Donc, on n'avait pas besoin que l'Europe vienne nous enseigner voilà, la religion, soit le christianisme, parce que nous, on avait déjà une spiritualité qui existait. Donc, on avait des prêtres comme Nsakunevunda, donc le Nsakunevunda qui était le grand prêtre, le chef de la spiritualité au Royaume Congo. Donc, c'est un peu ça. Et le roi Nzingankuru qui va être convaincu même par son fils, parce que c'était ça la mission, parce que les jeunes qui sont allés au Portugal, c'est eux qui ont commencé, même la première mission d'aller dans leur famille, aller chez eux et commencer à convaincre les gens dans leur famille. Donc, on commence le fils qu'on a envoyé au Portugal qui a appris la religion chrétienne est revenu pour convaincre son père de devenir chrétien. Voilà, exactement. Ok. Donc, c'était ça le rôle de Mvemba Nzinga à l'époque. Donc, c'est ce qu'il a fait. Ils ont essayé de convaincre le roi et le roi, après, a cédé. Il a accepté d'être baptisé. Donc, il s'est fait christianiser. Il est devenu chrétien. Donc, il est entré dans la religion chrétienne. Et voilà, il a changé même des noms. Donc, à partir de ce moment, il n'était plus Nzingankou. Il devient João I, donc le Jean I. Donc, voilà. Les Portugais sont venus dans le cadre de la coopération. Si c'était l'échange, le partenariat sur la coopération, normalement, dans le cadre de l'amitié, si ça devait être comme ça, le roi du Portugal devait prendre aussi les noms de Nzingankuru, mais ce n'est pas ce qui s'est fait, parce que le roi de l'époque, c'était Jean II au Portugal. C'était Jean II, et on dit au roi Nzingankuru de prendre le nom de Jean I. Donc voilà, c'est à ces moments-là qu'on a commencé à chuter. C'est là où on a commencé à perdre le pouvoir. Parce que chez nous, le roi, c'est lui qui incarne le pouvoir, il représente les créateurs sur Terre, parce qu'il dirige les hommes que le créateur a créés. Et donc, c'est lui l'autorité suprême qui travaillait toujours en collaboration avec le chef spirituel Nsakunevunda. Parce que déjà, donc, chez les Congo, donc on a les Nsaku, on a les Panzu et les Nzinga. Donc, on a les Nsaku qui étaient qui travaillaient dans la spiritualité, donc les descendants des Nsaku, parce qu'on a ces trois piliers qu'on appelle les Makukumata Malambi de Congo. Donc, ces trois piliers qui viennent de trois enfants de la mère Nzinga. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est une longue histoire aussi. Donc, oui, en plus, excuse-moi, parce que ça, comme ça va nous prendre beaucoup de temps. De toute façon, c'est détaillé dans le film, mais ce qu'il faut comprendre de ce que tu expliques, c'est que déjà la cristallisation du royaume a affaibli le royaume. Et c'est là que, pour faire la transition, pour amener à Kimpavit, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est entraîné jusqu'à ce que justement on arrive dans une destruction presque totale, une fois qu'ils ont été cristallisés. Oui, donc c'est un peu ça. Donc la clé, c'était la christianisation, donc sur le plan spirituel. Parce que s'il faut contrôler le genre, les hommes, il faut tout d'abord contrôler spirituellement. Quand vous contrôlez spirituellement, et puis on pourra vous contrôler physiquement. Donc déjà, on voit quand les Européens sont arrivés, s'ils étaient forts, ils étaient puissants à l'époque, donc ils pouvaient venir directement avec les armes, comme on le fait aujourd'hui. Ils arrivent avec des armes, avec l'armée, etc. On prend le territoire sous contrôle, on commence à prendre des ressources, mais ce n'était pas comme ça. On a commencé d'abord par nous infiltrer, on a commencé tout d'abord par nous neutraliser spirituellement, parce qu'on savait si on nous neutralise spirituellement, on n'aura plus de force. C'est après ces moments-là que vous allez voir que beaucoup de mauvaises choses ont commencé dans le Royaume Congo. Et déjà, le roi Nzingankuru avait perdu son pouvoir, parce que en acceptant le baptême, donc il devient en dessous de prêtre. Vous savez tous, en tant qu'autorité, en tant que roi, mais quand il va à l'église, c'est qui est son chef à l'église? Mais c'est le prêtre. Donc il doit aller chez le prêtre. Et au-delà de ça, le prêtre sont devenus même le premier conseiller du roi. Alors les gens qui sont venus dans le sens de nous exploiter, je ne pense pas qu'ils vont donner des bons conseils au roi.
Donc, c'était juste pour accompagner donc, la religion, leur religion, c'était juste pour accompagner leur plan de, voilà, de la destruction de l'Afrique, la colonisation, le pillage de l'Afrique. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Le roi a commencé à perdre son pouvoir, mais après, il commençait à se ressaisir. Donc, il voulait revenir dans sa spiritualité, mais ça n'a pas tenu. Et comme Mvemba Nzinga, son fils, était vraiment un allié fort des Européens, et voilà, on a assassiné le roi Nzingaku, on l'a empoisonné, et c'est son fils qui a remplacé. Et comme lui travaillait vraiment pour le portugais, et donc c'était le roi le plus aimé de Portugais. Donc c'est un peu l'histoire. Donc c'est lui qui a même renforcé la christianisation du royaume. Et à son époque, on a créé des écoles occidentales dans le royaume Congo. Donc on a neutralisé nos écoles que j'ai citées, qui existaient déjà. Et même, voilà, c'était les écoles occidentales qui ont remplacé. Donc c'est un peu ça les effets de la destruction de notre royaume. Donc, c'était l'imposition, et surtout à l'époque de Mvemba Nzinga, on a imposé les gens de pouvoir voilà, accepter les baptêmes, changer des noms et avoir des noms voilà, des occidentaux, etc. Donc, sous couvert de noms de baptême. Donc, on a imposé, on a changé le nom des avenues, de rues, des villes, et même la capitale, Mbanza Congo, qui est devenue San Salvador et qui n'était plus Mbanza Congo. Donc, voilà. Donc, le nom est très important. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas, mais le nom, c'est très important. Si les Européens savaient que le nom n'était pas important, ça n'avait pas de l'influence sur une personne ou sur une ville, ils n'allaient pas changer des noms, nos noms. Ils n'allaient pas nous obliger d'avoir des noms voilà, qui n'est pas dans notre culture, et ils n'allaient pas changer des noms de nos villes, Mhm. etc. Ça d'ailleurs, c'est une question que je pense qu'on posera, que moi d'ailleurs je vais te poser personnellement sur l'importance des noms dans ce combat. Donc, comme ça, c'est vraiment la première partie, parce que le reste, j'aimerais que les gens puissent aller voir le film, parce que je veux pas que tu dévoiles tout, surtout que c'est plus, dans le film, c'est plus visuel, et je veux vraiment que les gens, Diogène, j'espère que tu peux mettre le lien pour que les gens prennent le pass et puissent prendre leur place. Donc, il y a cette destruction-là. Pour aller vraiment directement dans le sujet d'aujourd'hui de Kim Pavita, euh, donc, tu me dis que c'est ça qui a amené une certaine destruction, et on l'avait vu aussi dans notre retour aux pyramides que, à un moment donné, le Congo s'est morcelé. Tu as dit la capitale qui était Mbanza Congo n'a plus été la capitale. Donc, j'aimerais savoir après que le contrôle a été pris par les Portugais, est-ce qu'il y a eu une résistance? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait? Et comment est venue maman Yaya Kimpavita? Ouais, donc c'est un peu ça. Donc, ce phénomène de christianisation, ça a entraîné le désordre, etc. On n'avait plus le contrôle. Et après, même la mort du roi Mbanzinga, et le royaume était vraiment fragilisé. Parce qu'il faut aussi noter qu'on avait construit l'église à l'époque. Mais après, c'était fragilisé. En fait, le royaume était fragilisé. Il y a eu voilà, des sécessions, il y a eu des guerres civiles, il y a des gouverneurs, par exemple, qui réclamaient être de rois, qui ne voulaient plus dépendre du centre, donc de Mbanza Congo. Donc tout ça, c'était par rapport à des stratégies que l'Europe utilisait, parce ils allaient négocier avec des gouverneurs de province, leur dire que voilà, bon, toi tu es une autorité ici, tu es le chef, tu as des ressources, on peut directement négocier avec toi au lieu d'aller toujours, voilà, demander la permission au centre alors que toi, tu es le chef ici, le territoire t'appartient, tu as des ressources ici, tu as des minéraux, donc on peut faire les deals donc pour la coopération directement avec toi. Donc c'est un peu ça, c'est ce qui a occasionné voilà, la division du royaume et voilà, le roi au centre, le Moyen Congo, le Ntinu, n'avait plus ces contrôles de territoire. Donc, après quelques années, il y a eu de révoltes, il y a eu de luttes, et notamment, on parle ici du père du roi Vitankanga, qui était contre l'exploitation des Européens. Alors, quand il était mort, le roi Nkanga Lukeni, et quand il était mort, son fils, le roi Vitankanga, a remplacé. C'est lui qui est devenu roi.
Mais Et là, on est en déjà, quelle année environ? là, on est au XVIIe siècle, Je sais donc pas on si tu parle as une image de de... 1600. OK. Donc, on est en Je 1600. pense OK. pas qu'on a, voilà, je ne pense pas que j'avais OK, cette non, il n'y a image pas de ici, problème. mais Donc, on pourra voir peut-être avant de finir si on peut ajouter ces images. Mais après, comme tu l'as dit, donc et il y a d'autres détails que les gens verront dans le documentaire, quand vous allez dans le documentaire. Donc, c'est vraiment très visuel où vous verrez plusieurs images. Donc, c'est un peu ça. Donc, le roi Nkanga Lukeni n'avait pas de bonnes relations avec le Portugais. Et lui qui va mourir, son fils, Vitankanga, va devenir le roi. Mais il était contesté par le Portugais parce que le Portugais ne voulait pas de lui. Donc, il était contesté. Et après, lui, en tant qu'un grand nationaliste, le roi Vitankanga, va faire une lutte, une très grande bataille pour conserver le minerai de la ville de Wandu. Alors, la ville de Wandu, aujourd'hui, s'il faut situer, ça se situe maintenant en Angola, c'est dans la province de Wiji. C'est là où ça se retrouve aujourd'hui. Donc, c'est le roi Vitankanga voulait protéger notre terre. Il a dit que voilà, c'est fini, on ne veut plus que notre ressource, voilà, nos ressources, nos richesses soient exploitées comme ça par les Européens. Et donc, c'est ainsi qu'a commencé la bataille de Mbouila. Donc, la bataille de Mbouila, c'était une très grande bataille entre nous et les Européens et disons, le Portugais. Donc, comme on avait une très grande armée, et on a vraiment résisté, on a repoussé les Européens. Mais on a perdu la bataille à la fin, c'était par rapport à la trahison. Donc, on a utilisé un Congo qui était aussi dans la bataille, qui a poignardé le roi Vitankanga. Parce qu'il faut dire que, voilà, c'est qu'il faut noter que le roi, à l'époque, lui-même, était un grand guerrier. Quand on parle du roi ou soit du président en tant que le commandant suprême de l'armée, donc le roi, c'était pas seulement un slogan ou soit voilà, juste des mots, mais le roi conduisait l'armée à la bataille, à la guerre. Et lui, il était devant. C'est là où les Européens ont profité, donc les Portugais ont profité de l'occasion. Ils ont infiltré, donc on a utilisé un Congo qui était dans l'église catholique, qui a poignardé le roi Vitankanga pendant qu'il se battait. Donc voilà, c'est ainsi que le roi Vitankanga est tombé et voilà, donc les troupes ont lutté, mais c'était la panique. Vous savez, le roi qui tombe lors de la bataille, c'est la panique. Donc, c'est comme ça que les Portugais ont pu avoir le contrôle. Et puis, on a capturé le roi, on est allé, voilà, on a coupé sa tête. Et voilà, c'était la célébration parce que le roi Vitankanga, c'était voilà, une menace pour eux. Donc, c'était une très grande célébration pour le Portugais. Ils ont amené sa tête à Luanda, dans l'église. Donc, c'est là où ils ont célébré la victoire. Donc, c'est un peu ça, c'est le moment chez nous, s'il faut dire, c'est le moment qui marque vraiment la grande chute du Royaume Congo. Donc, c'est à travers cette bataille, c'est à travers donc, la mort du roi Vitankanga voilà, qui a eu le grand chaos du royaume. Et donc, c'est dans cet état-là, après tout ça, c'était la panique, même la cathédrale de San Salvador, donc l'église qu'on a construite, la première église chrétienne construite en Afrique subsaharienne. Donc, cette église a été saccagée par le Congo. Donc, les gens étaient, quand ils ont appris la mort du roi Vitankanga, ils étaient très fâchés. Et donc, l'église de la cathédrale de San Salvador constituée en fait le symbole de la misère, donc le symbole de la malédiction en fait chez nous. C'est pourquoi le Congo était très fâché, ils sont allés saccager l'église, donc cette église s'est écroulée. Et quand vous voyez dans des images, c'est juste une partie. Donc on parle de ça aussi dans le documentaire. Donc c'est un peu ça, c'est dans ces contextes-là que Yaya Kimpavita est né. Parce que la Ah, OK. ville de Mbanza Congo déjà était aussi détruite. Est-ce que tu peux aussi mettre juste le PowerPoint aussi? Comme ça, je sais que comme tu as une image de Kim Oui, Pavita. donc Voilà, des donc images je de parlais Kimpavita. des. Ouais. Ouais. Donc là, tu nous as parlé, parce que je vais juste faire un résumé pour que les gens suivent. Donc, on est en 1685, là où on a le roi Vitakanga qui dit, moi, j'aimerais qu'on 165. puisse revenir.
1165, hein, c'est ça. Donc Vita Nkanga, qui était un roi, roi de Soyo, si j'ai bien compris. Non, non, il n'était pas le roi de Soyo, il est le Mani Congo. Ah, le Manu Le Congo, Mwene carrément. Congo, le roi Congo. Donc, c'est le roi voilà, de tout le territoire De tout le du territoire royaume. qui veut qu'on reprenne, en tout cas, qu'on revienne à la tradition et que surtout qu'on arrête que la ville, Luanda, en tout cas, Luanda actuelle, qui était le pôle économique, arrête d'être exploité et que les étrangers aient la main dessus. Donc, il fait une grosse bataille contre les Portugais. Mais bon, les Portugais utilisent les Congos pour qu'ils se battent contre l'armée de Vita Kanga, mais on perd quand même, Ouais. parce qu'il y a une trahison. Il y a une Ouais. trahison et il se fait poignarder dans le dos. Ok, et Ouais, là, je juste suppose pour que préciser, donc c'était pas seulement l'exploitation de Luanda, mais c'était l'exploitation de plusieurs parties. Mais à l'époque, c'était plus Wandu, la ville de Wandu. C'est ok. là où on exploitait voilà, le minerai, le fer, etc., le cuivre. Et donc c'était un peu ça. Mais au-delà de ça, comme je disais, comme le royaume était déjà divisé, il y avait des sécessions, et même Luanda ne faisait plus partie voilà, du royaume Congo, comme c'était sous occupation de Portugais. Et vous allez voir aussi la partie des Ndongo, Matamba, là où donc, on parle de la reine Zinga, donc on fait allusion voilà, à ces territoires. Aujourd'hui, quand on parle de Ndongo, et cette partie aussi faisait partie du royaume Congo. Donc ces territoires faisaient partie du royaume Congo, mais ça n'était plus ça ne faisait plus partie du Royaume Congo après quelques années à travers des sécessions. Donc c'est un peu ça. C'est dans ce chaos-là que justement, dans ce chaos-là, on est dans les années 1665, donc 1700 que Kimpavita arrive. Whoa.